Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Écoutez, je suis très content de vous recevoir. C'est pour votre livre Le Général Lamarque ou la gloire inachevée. Donc, je l'ai lu avec un grand intérêt. Et pour rien vous cacher, comme vous le savez, je lis beaucoup de livres, des livres de très bonne qualité. En toute honnêteté, en toute sincérité, votre livre aujourd'hui fait partie d'un de mes deux coups de cœur de l'année. Voilà. Ben, je vous L'autre coup de remercie. cœur, je le garderai pour l'autre auteur, mais votre livre est un véritable coup de cœur. J'ai vraiment apprécié, c'est passionnant. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, notamment pour bien comprendre, c'est toutes ces cartes, ces reproductions d'époque. Ça nous met vraiment dans l'ambiance. Alors, si vous me permettez, je vais vous citer pour introduire ma première question. Parce que dès l'introduction, vous dites quelque chose sur lequel j'aimerais avoir, vous dites une phrase, voilà, j'aimerais avoir votre avis. Vous dites, donc au sujet de la marque, il n'est pas le fils de métayer comme Lannes ou d'aubergiste comme Murat, mais l'enfant d'un notable de la Chalosse, élu député du tiers-état à la Constituante. Ils ne sont pas si nombreux à l'époque, les fils de députés, à venir se former à la politique avant d'embrasser le métier des armes. Est-ce que vous pourrez revenir rapidement sur le cadre familial, historique du général Lamarque, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Le général Lamarque est le fils d'un conseiller et procureur du roi de la sénéchaussée de Saint-Sevé, hein, qui se trouve actuellement au sud des Landes, hein, ce qu'on vous avait dit, la Chalosse. C'est une famille de la bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie, qui quand j'ai reconstitué l'arbre généalogique, la plupart sont des hommes de loi ou des hommes d'église, et à part un membre qui a été garde du corps du roi, aucun n'a eu de vocation militaire. Bon, c'est un peu normal puisque le sud-ouest à cette époque-là n'est pas une zone de guerre comme peut être les provinces du nord ou de l'est. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu forcément de vocation militaire. Cette famille Lamarque est en pleine ascension sociale au XVIIIe siècle, puisque depuis plusieurs générations, elle a épousé des filles de la noblesse, de la petite noblesse locale, noblesse d'épée ou noblesse de robe, et donc fait partie de ces cadres de la sénéchaussée qui montent. Et c'est pour ça aussi que le père du général Lamarque, Pierre-Joseph Lamarque, a été élu député aux États généraux, puisque la plupart des députés aux États généraux sont des notables locaux et surtout des hommes de loi. Alors, toujours pour vous citer, il y a quelque chose de paradoxal chez Lamarck. Je vais vous citer, puis ça va nous permettre d'entrer encore une fois dans le vif du sujet. Vous nous dites, dans l'un des premiers chapitres, ce personnage haut en couleur est paradoxalement plus connu pour sa mort que pour sa carrière. Cité sans être vu, invoqué sans être compris, il joue bien involontairement le rôle de l'Arlésienne. Les témoignages n'ont pas manqué pour décrire ces événements dramatiques qui ont fini par le faire passer au second plan. Ceux-ci ne sont plus abordés aujourd'hui que sous le prisme de l'histoire du républicanisme et du mouvement ouvrier ou de l'étude de la monarchie de Juillet. Tout à fait. C'est ce qui est paradoxal, effectivement. Quand on croise le nom du général Lamarque, c'est forcément lors de ses funérailles. Et le personnage est déjà mort à ce moment-là. C'est ce qui est extraordinaire. Sa vie se résume à ses funérailles. Euh, Après, effectivement, le personnage ne se résume pas à ça. Il a une carrière militaire. Certes, ce n'est pas le personnage le plus connu de l'épopée napoléonienne, mais en même temps, il a su, après 1815, avoir une autre carrière, une carrière parlementaire. Et à sa mort, justement, il est plus connu en tant que parlementaire qu'en tant que militaire, même si on le sait il a servi Napoléon. Il n'empêche qu'à sa mort, c'est le député qui est reconnu. C'est le défenseur des libertés, c'est celui qui veut aider les autres peuples européens à obtenir leur liberté, une monarchie constitutionnelle, défaire en fait l'Europe du carcan du Congrès de Vienne. Voilà, donc c'est ça, en 1832, comment les Français le connaissent finalement. Après,
ce qui est assez drôle, c'est en cherchant à peu près dans la mémoire, j'ai trouvé un film d'animation japonais qui parlait justement c'était sur Les Misérables, forcément, de Victor Hugo. Alors, c'était sur un aspect des Misérables, autour de Cosette, de la jeune Cosette. D'ailleurs, c'est le nom du titre du film d'animation japonais, hein, Les Misérables, la jeune Cosette. Et on voit le général Lamarck dedans, qui s'appelle Lamarck Shogun, c'est assez drôle. Et Lamarck Shogun, donc on le voit apparaître. Je crois que c'est la seule fois dans tous les films que j'ai essayé que j'ai regardé sur Les Misérables, c'est la seule fois où on le voit vivant. Alors, vous parlez d'une de ses passions, qui est quand il était adolescent et jeune adulte. Je vous cite, vous parlez d'une passion chronophage, hein, c'est ce que vous employez comme terme, au sujet de la lecture. Et vous rappelez même que plus tard, lorsqu'il sera soldat en territoire conquis, il continuera de lire des traités de géographie pour comprendre le pays, les populations, là où il était affecté. Cette soif intellectuelle, elle lui était propre ou est-ce que vous avez des éléments pour savoir si elle lui avait été inculquée ou transmise par son père ou ses parents, par la famille? Oui, effectivement, alors, de par son éducation, effectivement, il y a toute cette formation de ce qu'on dirait aujourd'hui le secondaire, hein, dans les collèges royaux, hein, il était à un collège à Toulouse, puis à Agen. Mais quand il est parti à Paris rejoindre son père, député aux États généraux, son père lui a donné des professeurs particuliers pour qu'il peaufine sa formation, puisque l'éducation sous l'Ancien Régime ne donnait pas forcément une formation scientifique, plutôt les humanités, on privilégiait plus les humanités. Donc, il lui a donné des professeurs particuliers qui ont peaufiné sa formation, donc que ce soit en anglais, que ce soit en droit et d'autres disciplines. Il y a aussi cette curiosité naturelle qu'il a, et un de ses oncles a dit, ouais, vraiment, il a une passion insatiable de vouloir tout connaître, et ce qui lui donnera une grande culture générale, et surtout être polyglotte. Ça, c'est quelque chose qui est important chez lui, parce qu'il parlera l'anglais, il parlera l'espagnol, l'italien. Bon, ça, c'est par rapport forcément à ses affectations militaires. Même le catalan, il le comprendra parce que le catalan est proche, linguistiquement parlant, du gascon, qui est à la base sa langue maternelle. C'est pour ça qu'aussi en français, il fera quelques fautes à l'écrit, et surtout alors, le latin qui était imposé aux jeunes du sud-ouest qui, pour leur langue maternelle, était le gascon, ils devaient apprendre aussi le français. Le latin pouvait poser problème parce qu'il n'avait pas encore toutes les bases en français, mais finalement, il s'en sortira puisqu'il parsèmera sa correspondance de locution latine, il traduira le latin, il lira le commentaire de César dans le texte, la guerre des Goths, etc., etc. Mais c'est pour dire qu'il a eu vraiment une éducation il a été très bien formé, et il a surtout cette curiosité pour tout ce qui touchait, tout ce qu'il avait sous la main. Ce qui est intéressant avec la révolution de 1789, c'est qu'on permet de comprendre comment les gens se positionnent par rapport à cet événement qui est quand même à la fois original et qui a laissé des traces profondes sur notre pays. Et là aussi, quand on vous lit, j'essaie d'être le plus précis possible dans ce que vous avez écrit. En gros, vous nous dites qu'il accueille la révolution avec intérêt et pourtant il ne tombe jamais dans la radicalité. Et pour Napoléon Bonaparte, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous nous dites, il se rallie autant à Bonaparte pour le prestige du grand homme, mais à la fois aussi par réalisme et lucidité politique. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur ces deux aspects, l'adhésion à la Révolution sans tomber dans les excès, et j'adhère à Napoléon Bonaparte, mais contrairement à certains, il n'y a pas que le prestige du grand homme, il y a aussi la réalité politique du moment. Tout à fait. Alors, je pense déjà pour le ralliement à la Révolution et le fait de ne pas tomber dans un radicalisme excessif, il faut vraiment, comment dire, le rôle de son père a joué vraiment, son père a eu vraiment un grand rôle pour le canaliser,
puisqu'à Paris, donc, il vit au quotidien avec lui, quasiment 1 an et demi, donc l'époque de la Constituante. Ils vont vivre tous les deux à Paris. Lui, il va suivre énormément les séances à l'Assemblée. Et chaque soir, père et fils, on pourrait dire débriefer les séances et les discours qu'il avait entendus. Et effectivement, on voit dans une de ces lettres que Lamarck envoie à sa mère, restée à Saint-Sevé, qu'il peut y avoir des grandes disputes, mais que le stoïcisme de son père lui permettait justement de dire qu'il pouvait le canaliser, et surtout, nombre de fois où il s'est disputé avec son père, et que son père lui répondait par un sang-froid qui le désarçonnait. Il a dit, il aurait préféré 100 fois qu'il me batte qu'il reste aussi autant de marbre. Donc, son père a joué un grand rôle pour le canaliser, sa fougue de sa jeunesse, parce que c'est quelqu'un qui a un caractère impétueux, mais au fur et à mesure que la Révolution se radicalise, on le voit, il est au club des Jacobins, il y a les événements à Paris font que il va se retirer plus ou moins des points chauds, et son père est toujours là pour lui dire que faire attention, et de ne pas partir, de ne pas prendre un mauvais coup finalement. Mais il y a aussi, je pense, aussi son éducation qui permet aussi de mesurer, de voir ce qui se passe, de prendre du recul finalement par rapport à la situation. Et puis avec Napoléon, oui, effectivement, il y a plus du réalisme politique, même s'il est, depuis la campagne d'Italie, est séduit par le personnage, par le général victorieux. Et après, effectivement, au 18 Brumaire, il se rallie à lui par réalisme politique, parce que Bonaparte, pour lui, sauve la République à ce moment-là. Donc, et puis, mais il n'a jamais fait partie du premier cercle de Napoléon. Il participe au 18 Brumaire parce qu'il est dans la clientèle du général Leclerc, le beau-frère de Bonaparte. Et finalement, il ne sera jamais dans le cercle rapproché, le premier cercle de Napoléon. Ce qui fait que il n'a pas fait de Napoléon son idole, mais il est toujours resté l'homme providentiel de la France durant le consulat et l'Empire. On va rester sur le général Lamarck en étendant un peu le sujet et la question, parce que vous nous parlez dans votre ouvrage de la guerre des Oranges. Donc, vous racontez les actions de Lamarck. Et là aussi, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, surtout quand on connaît la suite de l'histoire, c'est que lors de cette guerre des Oranges, lorsqu'on voit le comportement de la population espagnole, on retrouve les mêmes éléments que les troupes napoléoniennes devront affronter en 1808. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, s'il vous plaît? Oui, alors la guerre des Oranges est un conflit qui a lieu en 1801. C'est une guerre qui a duré 15 jours. Hein. C'est vraiment très, 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 très sommaire. En fait, cette guerre a lieu parce que Bonaparte, premier consul, veut que le Portugal, le dernier allié de la Grande-Bretagne en Europe, ferme ses ports aux Anglais. L'Espagne, depuis 1795, est l'allié de la République française. Et de fait, a été même satellisé carrément par la France. Et disons que le gouvernement espagnol est obligé de suivre son allié français pour déclarer la guerre au Portugal, pour lui forcer à fermer ses ports. Il est prévu que la France envoie un corps expéditionnaire dont fait partie Lamarck et qui est commandé par le général Leclerc, et qui doit épauler l'armée espagnole lors de ce conflit. Et ce qui se passe, c'est que l'armée espagnole attaque avant que les Français arrivent, et en 15 jours, c'est terminé. Le Premier ministre Manuel Godoy signe la paix avec les Portugais, puisque les deux pays ne voulaient absolument pas faire la guerre. Et les Français, quand ils arrivent à Salamanque ou à Ciudad Rodrigo, la guerre est déjà terminée. Donc, ce qui a mis fou de colère Bonaparte, puisque aussi son frère Lucien, qui était ambassadeur de France à Madrid, a signé la paix, donc a ratifié la paix avec Manuel Godoy au prix de quelques
dessous de table. Et bon, c'est Camille vraiment fait fulminer Bonaparte. Alors, effectivement, cette guerre, la guerre des Oranges, si elle a été éphémère, montre justement, vous l'avez dit, que la population espagnole est déjà assez remontée contre les Français, et ce qu'on reverra en 1808. Et je trouve, quand j'ai étudié cette guerre, que cette expérience n'a pas été retenue. Alors qu'il y en a plusieurs officiers comme Moncey qui étaient présents et d'autres généraux n'ont pas forcément retenu, ou du moins pas fait passer la consigne en 1808 pour comprendre vraiment comment pouvait réagir la population espagnole vis-à-vis d'un allié qui se transforme en occupant. Donc, puisque même si la guerre des Oranges s'est terminée, le corps expéditionnaire français est resté sur place pendant quelques mois, ce qui a fait que la population a mal apprécié ses alliés occupants, la guerre est terminée, pourquoi ils ne retournent pas chez eux? Alors, on se retrouve, alors, ça dépend des régions, mais en Catalogne, ça s'est un peu mal passé pour Lamarque, puisqu'il est parti de Perpignan pour rejoindre Salamanque. Et selon les régions, alors ça dépend. En Aragon, ça se passe très bien parce que la région n'est pas forcément frontalière de la France. En Catalogne, ça se passe mal puisque il faut se rappeler que l'Espagne était en guerre contre la France entre 1793 et 1795, ce qui a fait que le clergé qui a épaulé le pouvoir monarchique espagnol, a essayé de repousser l'antéchrist français. Et ces populations sont restées avec leur idée préconçue du français, du révolutionnaire qui est athéiste, antéchrist, qui est régicide. Et Lamarck, qui a déjà aussi sa petite expérience de l'Espagne, puisque lui, il a combattu en 1793-95 de l'autre côté au Pays Basque. Et donc, il a cette petite expérience de l'Espagne et il fait que quand il revient en Espagne en 1801, il sait ce qu'il faut faire avec la population, se concilier le clergé, il conseille à ses soldats d'aller à la messe, lui va se confesser parce qu'il était toujours resté attaché au culte depuis le début. Et donc, effectivement, cette carte d'orange est une sorte de préambule à ce qui va se passer, bien sûr, quand on connaît la suite, ce qui va se passer en 1808. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, parce que vous en parlez très rapidement, et après dans le livre, il y a plus enfin, vous n'en parlez plus. Alors peut-être vous allez nous donner l'explication. C'est le 14 décembre 1803, il rejoint la loge de la Zélée, la loge maçonnique. Alors j'ai deux questions, enfin deux, on va dire, pour commencer. Premièrement, pourquoi le fait-il? Et deuxièmement, donc ces questions conséquentes de la première, c'est par stratégie ou adhésion? Alors effectivement, le côté franc-maçon de Lamarck, c'est un peu l'angle mort de cette biographie et de sa carrière, puisque j'avais très peu de documents à son sujet et même jusqu'à la vente par la famille des archives et des documents du général dans le début des années 90. Ils ont vendu son brevet maçonnique et jusque-là, on n'était pas sûr qu'il avait été maçon. Même s'il y avait le fichier à la Bibliothèque nationale de France qui l'indiquait, mais la fiche n'était pas complète et on ne disait pas exactement d'où il venait, dans quelle loge il était affilié. Alors effectivement, sur son brevet, il est expliqué qu'il a été initié en 1803 à la loge Azélé, à Bayonne, qui existe toujours, loge qui existe toujours. C'était la seule à ce moment-là, à Bayonne, quand il était en poste, c'était la seule qui existait. Après, il y en a eu d'autres qui ont apparu, mais après son départ. La loge Azélé comprend les notables de la ville, donc c'est un port, donc forcément il y a beaucoup de marchands, négociants. Quelques militaires, il y avait Moncey avait été initié, mais sous la Révolution. Lamarck, en fait, est initié, je pense, c'est plus pour suivre son beau-frère qui était Pasterech, qui était un négociant basque, dont le frère était régent à la Banque de France.
et qui était aussi, par ce mariage avec, avec ce beau-frère, qui était aussi un parent de Cambacérès, le numéro 2 du régime impérial. Donc, je pense que c'est plus par entrisme qu'il est rentré en maçonnerie, parce qu'au final, quand il a été initié à Bayonne, peu de temps après, il a été muté en Bretagne. On le voit encore participer comment dire, à une séance dans une loge de Brest. Et puis après, on ne voit plus rien, on n'a plus d'éléments pour poursuivre son parcours maçonnique. Alors, il rencontre effectivement des maçons, on le voit. Bon, des fois, dans sa correspondance, on voit les 3 points maçonniques sur la signature. La marque ne utilise pas ce signe de reconnaissance. Et donc, effectivement, il devient difficile de le suivre, même si, effectivement, quelques correspondants, et pas les moindres, sous la Restauration monarchique du Juillet, il y a Jacques Lafitte, qui est aussi un grand maçon. Bon, Murat aussi, sous l'Empire, était un maçon. Joseph, donc il a été l'un des proches, Joseph Bonaparte, donc il a été l'un des proches, et était bien sûr grand maître. Mais effectivement, il est difficile de savoir exactement. Je pense que c'est plus par entrisme que par conviction, même si à ce moment-là, la franc-maçonnerie était un allié objectif du pouvoir impérial, et qu'il était beaucoup l'été, beaucoup de militaires l'été. Donc, je pense plus par entrisme que conviction, puisque par la suite, on ne voit pas qui continue sous l'Empire, même à l'étranger, on ne le voit pas fréquenter une loge. Il n'y a pas de témoignage, en tout cas, qui le disent. Et puis par la suite, même après 1815, quand la maçonnerie est mal vue par le pouvoir, effectivement, ce n'est pas recommandé d'y être. Et par la suite, on ne voit pas qu'il est affilié à une loge quelconque. Donc c'est vraiment, c'est l'angle mort de cette biographie. Alors, pardon d'insister, mais le brevet dont vous parlez, on est sûr qu'il est authentique? Oui. Il est authentique. Il y a vraiment. Alors, je ne l'ai pas eu entre les mains, mais j'ai vu sur le catalogue de vente il expliquait bien. C'était vraiment un brevet dans toute. Ce qu'il y a de plus officiel. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lors de notre première question, la deuxième question, enfin dans votre réponse, vous dites que Lamarck n'a jamais été dans le premier cercle de Napoléon. Et comme on le voit très bien dans votre livre, je le redis, je l'ai trouvé très passionnant, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2021. Vous nous racontez en fait qu'il a été souvent, et quasiment même tout le temps, sauf peut-être Wagram, mais sur des théâtres d'opérations secondaires. Et on a l'impression que vous lui reprochez un peu d'être sur des théâtres d'opérations secondaires, mais en même temps, quand on vous lit, on a l'impression, alors vous me corrigerez si je me trompe parce que c'est vous le spécialiste, que dans l'ensemble, sa carrière a quand même été guidée par des aiguillages dont il n'a pas toujours été responsable. Qu'en pensez-vous? Et oui, effectivement, sa carrière sous l'Empire a été est un exemple de carrière loin de Napoléon, loin de la Grande Armée, finalement, sauf à Wagram, et encore, il n'est pas dans la Grande Armée, même s'il intitulé de la Grande Armée en 1809, c'est l'armée d'Allemagne, ce n'est pas le nom de Grande Armée, mais ça, c'est un détail. Mais effectivement, la plupart du temps, à part la première campagne, celle qui se termine à Austerlitz en 1805, et encore, il n'y est pas, il se trouve à l'arrière-garde avec Augereau dans les Alpes, dans le Tyrol. À part ça, sinon, il se retrouve à Naples, il se retrouve en Espagne en 1815, alors qu'il aurait pu aller, il était au départ dans l'armée du Nord qui termine à Waterloo, il est envoyé en Vendée. Alors, effectivement, cette trajectoire est un peu sinueuse, puisque par moment, ça a été de sa faute à cause de son caractère. Puis il peut se fâcher avec des gens assez importants. Bon, il se fâche avec Augereau, il est muté à Naples, même si au début ce n'était pas forcément vu comme une sanction, mais comme il va y rester un petit moment et que Napoléon au combat en Europe,
effectivement, il le perçoit mal, il le vit mal. Et pareil, quand il est muté en Espagne, il a essayé de ne pas y aller. Et bon, il a réussi une première fois grâce à son réseau, grâce à Murat, mais la deuxième fois, il est obligé d'y aller. Alors, par moments, ça a été justement à cause de son caractère. Des fois, c'est des choses qu'il ne maîtrise pas, problème de réseau, malchance. À Wagram, il pense, bon, il s'est distingué sous les yeux de Napoléon. Il pense que ça y est, il est au fait de sa carrière. Et puis, entre-temps, bon, lors de la campagne qui précède Wagram, il est dans l'armée d'Italie du MacDonald. Bon, ça se passe très mal avec MacDonald, qui a deux doigts de le mettre aux arrêts. Parce qu'il y a une incompatibilité de caractère entre ces deux hommes. Bon, MacDonald aussi, il faut en dire deux mots. À ce moment-là, en 1809, il venait d'être rétabli au service actif par Napoléon, puisque Napoléon croyait à tort qu'il était un fidèle de Moreau. Et donc, pendant 5 ans, MacDonald a été exclu de l'armée. Quand il revient en 1809 pour épauler Eugène de Beauharnais, Lamarck comprend que dans son esprit que Napoléon ne compte pas sur l'armée d'Italie, que ça va être juste un théâtre de front, un théâtre secondaire, et que Napoléon ne compte pas sur eux. Et c'est ce qui va aussi envenimer les rapports, puisque Lamarck cherche à tout prix, et pendant longtemps, à acquérir une gloire que l'Empire a mis au firmament, puisque nombreux officiers qui sont dans la Grande Armée peut se distinguer sous les yeux de Napoléon, donc c'est-à-dire être promu, avoir des récompenses et être reconnu par leur père. Et ce que va chercher Lamarck tout le long pratiquement tout le long de l'Empire. Mais c'est pas à Naples qui, pour Napoléon, est considéré comme des opérations de police, puisqu'il va lutter contre la guérilla. En Espagne, c'est la même chose. Et en Vendée, en 1815 également. Donc, effectivement, c'est des mauvais choix, aussi de la malchance et parfois aussi un mauvais caractère, puisqu'il s'est fâché avec des personnages avec qui il ne fallait pas l'être, justement. Et puis, alors très rapidement, si possible, vous parlez de sa brouille avec MacDonald. Ce qui est intéressant, c'est que cette brouille, elle va durer dans le temps. C'est que même quand MacDonald voudra se rabibocher ou enterrer l'âge de guerre, Lamarck maintiendra une ligne de pas pardon. Enfin, ce fameux caractère dont vous parlez. Effectivement, alors avec MacDonald, ça va être je t'aime moi non plus au bon moment, parce que effectivement, bon, la première fois qu'ils se voient, c'est donc en Italie. Et là, ça va être couteau tiré. On le voit dans la correspondance de Lamarck qu'il ne lui pardonne pas certaines choses. Et Lamarck, dans ses souvenirs, MacDonald, pardon, dans ses souvenirs, en fait de même. Et pour la malchance des deux, Lamarck revoit MacDonald en Catalogne, ça va être son chef, et ils vont tout de suite éviter de se voir. Ils vont correspondre que par personne interposée ou par courrier, ce qui est un peu difficile, alors que dans un théâtre d'opération assez compliqué qu'est la Catalogne, de ne pas se voir plus souvent, de se voir en vrai lors des réunions d'état-major. Et il va le revoir encore plus en 1815, quand MacDonald est chargé par le roi, par Louis XVIII, de licencier l'armée, de liquider l'armée, et tous les deux vont encore se chamailler. Donc, Lamarck, oui, il peut être très rancunier quand, effectivement, il estime qu'il a été mésestimé et qu'il n'a pas eu le traitement qu'il mérite. Il y a la défaite à la campagne de France, 1814. Napoléon est exilé à l'île d'Elbe. Et on connaît tous le fameux mot de Napoléon. Enfin, si les Bourbons n'avaient pas commis d'erreur, je ne serais jamais revenu. Et c'est intéressant de voir Lamarck durant cette période de l'exil, parce qu'il regarde les événements, comme toujours, sans tomber dans l'extrémisme des uns ou des autres. Et il y a quelque chose que vous dites, et je trouve que, voilà, je vais le citer parce que, encore une fois, c'est important de comprendre les conditions aussi qui ont permis le retour de Napoléon. Vous nous dites, Lamarck a tout du général insatisfait par la Restauration, non employé, bafoué, il ne pardonne pas les atteintes et humiliations faites à l'armée, habitué depuis la Révolution à tenir le haut du pavé.
puis après vous poursuivez. Donc il y a un sous-titre, il y a un intertitre, le retour du héros. Et là, vous reprenez votre, votre propos et vous dites, comme tous les Parisiens lisant le Moniteur, Lamarck n'apprend que le 8 mars 1815 le débarquement pour le moins surprenant de Napoléon sur les côtes françaises. Donc, en fait, l'attitude de Lamarck, il aurait pu se rallier au régime si la Restauration n'avait pas commis certaines erreurs politiques et peut-être que si la Restauration n'avait pas aussi bafoué les droits légitimes et ancestraux de l'armée. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, oui, effectivement, il aurait pu rallier le régime de restauration si il avait été employé, si, bon, il y a beaucoup de si, mais en fait, Lamarck avait une conception de l'État. Pour lui, il servait la France, il servait l'État français, et peu importe les régimes, pourvu que ce régime respecte les acquis de la Révolution, respecte la place de l'armée. Donc, il aurait pu très bien servir Louis XVIII avec aucun problème. Si on suit ce qu'il dit à l'époque, pour lui, ça ne l'aurait pas gêné, puisque Napoléon a fait, que ce soit des différents corps de l'État, des serviteurs de l'État, pas forcément de la personne de Napoléon. Donc, finalement, ce qui est même d'ailleurs, Napoléon a trop bien fait le travail, puisque les personnes, les fonctionnaires de l'État ou les militaires pouvaient servir n'importe quel souverain, à condition, bien sûr, qu'il respecte les intérêts de l'État ou pour les militaires, pour l'armée. Donc, finalement, ça ne posait pas de problème de conscience, à condition, comme je l'ai dit, c'est de respecter les acquis de la Révolution. Bon, au début, ça s'était bien passé, mais bon, le problème, c'est que à ce moment-là, Lamarck a mis trop de temps pour revenir à Paris et garder sa place dans l'armée. On peut comprendre que le régime de restauration doit licencier énormément de personnes, puisque la France est en paix. On ne peut pas garder énormément 1 million de soldats sur les drapeaux, mais ça a été fait de manière maladroite. Beaucoup de choses ont été faites de manière maladroite qui ont vexé beaucoup de militaires, qui ont choqué beaucoup de militaires. Et le fait est que, et là je le dis, ça a été, c'est le titre de la partie, c'est quand il rencontre le duc de Berry, le duc de Berry a ces mots maladroits à son égard pour dire que l'armée va pouvoir se reposer puisqu'il n'y a plus de guerre. Et il dit quoi, monseigneur, c'est une halte dans la boue. Voilà, s'il te plaît, c'est une halte dans la boue. Donc, bon, effectivement, c'est un caractère son impulsivité a apparu à transpirer à ce moment-là. Et ce qui a fait un ennemi assez, pas mortel, mais un grand ennemi du duc de Berry. Alors que bon, le duc de Berry peut être apprécié par d'autres militaires, mais avec Lamarck, ce n'est pas passé. Alors que Lamarck s'est très bien entendu avec le duc d'Angoulême, le futur dauphin. Donc, c'est question de caractère à ce moment-là avec ces deux princes. Mais Lamarck, effectivement, aurait pu servir la Restauration s'il avait été employé. Et il a fait d'ailleurs des demandes à plusieurs reprises, mais bon, avec son algarade, avec le duc de Berry, il l'a desservi. Il a tout fait aussi pour ne pas prêter le flanc, ne pas être traité de bonapartiste. Il va éviter à Paris de fréquenter des personnalités trop impériales, trop attachées à Napoléon, mais ça n'a pas suffi. Donc, effectivement, en 1815, quand Napoléon revient, en plus, à un poste stratégique qui est assez flou parce qu'il a gardé quand même le flou autour de ça, mais il est au bon endroit au bon moment. Il est gouverneur de Paris le 20 mars 1815, au bon endroit, il est au bon endroit au bon moment. Oui. Puis, comme vous dites, c'est intéressant, c'est que même quand Napoléon revient à Paris pour reprendre son trône, lorsqu'il prépare sa future campagne de Belgique, là encore, Lamarck ne peut pas briller sur le champ de bataille parce qu'il doit faire une opération de maintien de l'ordre, enfin, de guerre civile en Vendée, comme vous le dites si bien. Et donc, justement, ça permet de basculer sur mon autre question, c'est que après l'Empire, donc dans la deuxième partie de sa vie, là aussi, on peut trouver quelque chose quand même là encore une fois, de paradoxal, parce que comme on répète, mais il fait pas partie du premier cercle napoléonien. Durant toute sa vie, il a combattu sur des tas d'opérations secondaires. Parce qu'il y a des soldats de Napoléon ou des généraux qui ne faisaient pas partie du premier cercle, mais ils étaient présents à Austerlitz, Siena, Friedland, Wagram. Et
lors de sa reconversion donc en homme politique, il va être un fervent défenseur de l'épopée napoléonienne. Comment l'expliquez-vous? Mais en fait, l'impact des 100 jours a été très important euh, pour lui et pour beaucoup d'autres, le retour Enfin, de Napoléon. pardon de vous couper, vous dites que c'est important, mais en même temps, vous dites qu'il ne montre pas beaucoup d'empressement. C'est un rejoint de Napoléon. En 1815, oui. Oui, oui. Euh, Disons en 1815, comme je l'ai dit, il est nommé gouverneur de Paris dans des conditions assez troubles, disons que par le ministre de l'Intérieur, l'abbé Montesquieu, mais en même temps, est-ce que c'est le major général de la garde nationale qui est son ami Dessolles, général Dessolles, qui était ministre du roi aussi. Donc, il arrive dans des conditions assez floues en tant que gouverneur de Paris. Donc, mais il est là au bon endroit parce que si Napoléon échoue parce que c'était pas assuré, mais il échoue à rentrer dans Paris, il était là pour garder l'ordre dans Paris, faire le maintien de l'ordre dans Paris pour le pouvoir royal. Bon, Napoléon est rentré, il est là, donc il sert la cause de Napoléon. Il était vraiment un poste stratégique et il est allé le lendemain faire sa cour aux Tuileries. Mais il n'était pas, ce n'était pas le premier à s'agripper à lui, si on me permettre cette expression. Effectivement. Mais pour lui, Napoléon va être, comme pour beaucoup en 1815, il va être le représentant de la Révolution. Pour Napoléon, c'est à son corps défendant. Il revient comme le sauveur de la Révolution, parce que lors de son retour et depuis son débarquement à Golfe-Juan, bon, il a vu la population qui rejouait un peu la Révolution avec la peur, la peur des prêtres, la peur que les biens nationaux reviennent à la propriété, enfin, que les acquis de la Révolution soient menacés par la Restauration. Et Lamarck pense justement en 1815 revivre cette révolution, et comme beaucoup, hein, c'est frappant. Et l'impact des 100 jours, justement, est très important pour Lamarck. Napoléon est le sauveur de la Révolution et le continuateur de la Révolution. Et après, en 1815, comme la France est vaincue et mise au banc des nations par le Congrès de Vienne, qui va redessiner la carte de l'Europe. Finalement, c'est la victoire des coalitions européennes depuis la Révolution, donc qui ont vaincu la France. Et pour lui, c'est vraiment un échec cinglant. Et c'est pour ça qu'en 1830, pour lui, avec la Révolution de Juillet, c'est l'occasion de reprendre là où l'histoire s'est arrêtée, en 1815. Alors, avec Napoléon, son exil à Sainte-Hélène et surtout la façon dont ça s'est terminé a fait que pour lui, ça redonnait vraiment, faire rejaillir entre guillemets la flamme, même si il n'a jamais fait Napoléon son idole, je l'ai dit. Il a toujours respecté la personne, il a toujours été pour lui l'homme providentiel de la France, le général victorieux, même s'il n'a jamais acquiescé à 100% la dérive autoritaire du régime, ce qui le démarque un peu des autres. Mais vraiment, entre guillemets, le martyr de Napoléon à Sainte-Hélène a changé un peu sa façon de voir l'homme. Et là, derrière, avec le succès du mémorial de Sainte-Hélène, auquel il a participé aux relectures avec Emmanuel de Lascaz, va vraiment faire de lui un défenseur intransigeant de la gloire napoléonienne, puisqu'en même temps, il y a participé. Donc, quand celle-ci est remise en cause, brocardée, c'est le premier à la défendre. Qui voit quand il fait tout au long de la Restauration, il vit 6 mois de l'année à Paris, 6 mois dans les Landes. Il prend contact il est au contact de la population et il voit que
bon, beaucoup ont participé à l'épopée napoléonienne. Beaucoup de soldats donc, sont revenus dans leur foyer et il est au contact de. Ben, si tous, il ne faut pas dire que tout ancien soldat de la Grande Armée soit forcément des fanatiques de Napoléon, pas du tout. Hein. Il faut vraiment nuancer. Mais il y en a certains qui ont gardé cette on va dire, nostalgie ou vraiment un bon souvenir de cette épopée. Et il est au contact de ces populations, chose que les élites libérales de l'opposition ne sont pas au contact. On voit déjà cette cassure entre les élites et la population. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, on voit vraiment cette cassure déjà à l'époque. Et donc, avec Napoléon, c'est vraiment jusqu'au bout. Quand il sera député, il va demander à faire revenir les cendres de Napoléon dès 1830. En 1828, il va se présenter aux élections à Paris expressément parce que le candidat libéral, alors qu'il fait partie de la même mouvance que lui, Nicolas Bavoux, qui était un juge au tribunal de première instance de Paris, qui avait critiqué Napoléon en 1814, et il va se présenter exprès contre lui, même s'il sait qu'il ne va pas gagner. Mais il fallait défendre Napoléon dans cette élection. On pourrait relever un autre paradoxe chez Lamarck, comme vous l'avez dit, d'où le sous-titre du livre Où la gloire inachevée. Donc, ça a quand même été un militaire pendant une bonne partie de sa vie. Paradoxalement, il est plus connu par sa mort que par sa carrière. Et on pourrait même dire, autre paradoxe, il a eu plus de succès en politique que dans l'armée, même si le début de sa carrière politique, comme vous relevez, est quand même émaillé de nombreux échecs. Est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur sa carrière politique? Oui, alors sa carrière politique commence sous la Restauration. Alors d'abord, plutôt dans les salons parisiens où il côtoie les élites libérales, Lafayette, Boyard d'Argenson, Jacques Manuel, le général Foy. Tout ça, le mettait au contact d'une opposition qui n'était pas très bonapartiste, d'ailleurs, ce qui est assez aussi paradoxal. Mais ces chefs de l'opposition libérale vont voir quand même en lui un potentiel, une personnalité qui ne peut ne pas rester en dehors de la politique puisqu'il échange beaucoup avec eux et il faut absolument qu'il se présente comme député. Alors, pendant longtemps, il va reguimber de se présenter. Alors, on va le présenter dans différentes circonscriptions et tout au long de la Restauration, il va subir des échecs souvent cuisants. J'ai compté, il a été battu 13 fois dans différentes circonscriptions en France, dans les Landes, dans Gironde, dans les Basses-Pyrénées, en Vendée, en Loire-Atlantique, et dans le Nord et même à Paris. Bon, c'était souvent dans des circonscriptions assez difficiles, mais c'est pour dire que ses amis libéraux et Lafayette en premier, dont il avait vraiment, il appréciait beaucoup la personne, puisque Lafayette représentait dans les années 1820 vraiment la personnalité la plus pure des idéaux de 1789, donc l'époque de la Constituante. Donc, ça lui rappelait sa jeunesse entre guillemets, de militant, même si c'est un anachronisme de dire militant. Et donc, c'est vraiment à la fin de la Restauration, en fin 1828, qu'il est élu député à sa 14e tentative dans les Landes. Et là aussi, ça a été compliqué, mais il a vraiment pris la mesure de ce qu'il fallait faire pour être élu, faire campagne. C'est quelque chose d'assez nouveau pour l'époque. Mais pour lui, et comme pour beaucoup de ses camarades, c'était juste sur la popularité, sur le nom, sur la respectabilité du personnage qu'on pouvait être élu. Et il ne voulait pas aller serrer les mains, faire du porte-à-porte. Enfin, je l'explique dans le livre, mais c'est saisissant ce manque de sens politique et de refus de faire campagne. Mais ce n'est pas le seul dans ce cas-là. Benjamin Constant aussi, il y avait quelques soucis de vouloir faire campagne, mais beaucoup à l'époque, de notables Dupin qui sera ministre sous la monarchie de Juillet, il refusait absolument c'était dégradant pour lui de faire campagne.
Donc, c'est vraiment à toute fin de la Restauration qu'il devient député et c'est vraiment au changement de régime, à la Révolution de 1830, qu'il va prendre une stature d'homme politique national et même international. Et donc, j'ai une dernière question par rapport à son enterrement qui a été vu et revu sous le prisme de Victor Hugo et de toutes ses adaptations. Euh, En quoi ça a été fondateur pour connaître le général Lamarque? En fait, on peut dire que Victor Hugo, s'il n'y avait pas eu Victor Hugo, je pense qu'il aurait malheureusement, il serait tombé dans l'oubli, puisque bon, les idées libérales ont réussi à s'imposer dans le paysage français du 19e siècle. Et du fait que se sont imposés, on oublie souvent, entre guillemets, les temps héroïques de ceux qui voulaient se battre pour ces idées libérales. Et s'il n'y avait pas eu Victor Hugo, voilà, il serait tombé dans l'oubli. Victor Hugo a beaucoup fait justement pour que le nom du général Lamarque soit encore connu, soit connu encore de nos jours, même si, voilà, dans Les Misérables, c'est un personnage déjà mort, même si Victor Hugo avait bien cerné, puisqu'il le dit, hein, et il dit que c'est un général napoléonien qui a bien servi Napoléon et en même temps, c'est un député qui était respecté par la population parce qu'il a défendu ses libertés. Donc, Victor Hugo a bien résumé la dualité du personnage, la double carrière de Lamarque. Et Victor Hugo a beaucoup fait pour que, même s'il n'a pas cherché vraiment, mais a beaucoup fait pour que la mémoire de Lamarck soit encore, on va dire, connue des lecteurs, des Misérables. Bien sûr, il est encore connu aussi dans son département d'origine. Mais effectivement, son nom garde encore une certaine résonance. On le voit aussi dans quelques autres ouvrages, celui de Stendhal. Stendhal dans Lucien Leven, même s'il ne le cite pas explicitement, il parle des funérailles, et puis surtout il cite la halte dans la boue, et qui compare avec la noble poussière des champs de bataille de l'Empire. Donc, d'ailleurs, le mot de Lamarck, la halte dans la boue, a tout de suite, en 1814 et même après, a fait le tour de Paris, a fait le tour des politiques et des élites intellectuelles. Donc, quelques fragments sont encore présents, mais s'il n'y avait pas eu, je me répète, mais s'il n'y avait pas eu Les Misérables, effectivement, Lamarck aurait disparu du champ politique et du champ mémorial au niveau national, j'entends. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre entretien. Encore bravo pour votre ouvrage qui est vraiment passionnant. Donc, je mettrai la couverture. Donc, c'est Le Général Lamarque ou la gloire inachevée aux éditions Mémoring. Écoutez, monsieur, à très bientôt. Pourquoi pas pour un troisième entretien. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.